Des milliards et des milliards d'actifs tokenisés vont se déverser dans l'écosystème crypto dans les prochaines années. Ça, je considère que c'est indéniable. Mais la question qu'il faut se poser, c'est comment ces actifs vont pouvoir être échangés et gérés de manière efficace et sécurisée. C'est simple, ils ont besoin d'une plateforme d'échange décentralisée. Donc, c'est là-dessus que se positionne Polytrade Finance, une plateforme qui pourrait bien devenir, dans l'avenir, l'OpenSea des actifs réels tokenisés. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va faire l'analyse complète du projet, tant dans son analyse fondamentale que dans sa tokenomics. Puis, pour finir, vous allez connaître mes prédictions sur son prix pour les prochains mois et prochaines années. Donc, installez-vous confortablement, on a encore une grosse vidéo. L'analyse en profondeur de Polytrade et de son token Trade, c'est maintenant. Polytrade Finance, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la première et unique marketplace exclusivement dédiée à la tokenisation des actifs réels pour que quiconque puisse découvrir, investir, trader, mais surtout fractionner des actifs. Une autre façon qu'on pourrait l'expliquer, c'est que dans le fond, c'est un agrégateur d'actifs tokenisés. Donc, il rassemble puis il centralise divers actifs qui peuvent aller du crédit aux biens mobiliers, aux matières premières, jusqu'aux objets de collection. Leur but là, il est simple. C'est de faciliter l'interaction avec tous les acteurs du marché, avec différents types d'actifs, sans être obligé de naviguer entre plusieurs protocoles. Ce que je trouve particulièrement intéressant avec Polytrade Finance, c'est qu'il intègre le Invoice Factoring. Ça permet d'aider tous les PME de ce monde qui sont à la recherche de liquidité rapide en vendant leurs factures impayées à des investisseurs qui recherchent retour sur investissement. Dans quel but vous allez me dire de faire affaire avec Polytrade au lieu des banques? C'est dans le but de faire affaire avec toutes ces institutions de la CeFi-là que je considère vraiment démodées parce que ça les oblige littéralement à attendre beaucoup trop longtemps pour être payés pour leurs factures. Ils exigent littéralement ce qu'ils veulent en fees parce que c'est un énorme monopole. Ils n'offrent aucune transparence. Puis le plus important dans tout ça, c'est qu'ils exigent souvent des tailles de financement minimum. Ce que je veux dire là, par taille de financement minimum, c'est que les banques financent que les entreprises qui recherchent du gros financement commercial. On parle ici de minimum 6 à 7 chiffres. Ça veut dire en d'autres mots que ça vaut pas la peine pour les banques au final de faire affaire avec ces petites entreprises-là parce que l'effort et le temps consacré pour le faire ne serait pas payant pour eux. Ça fait en sorte qu'il y a des PME qui souffrent beaucoup par rapport à ça parce qu'ils se retrouvent littéralement sans solution de financement qui est adaptée à leurs besoins. C'est pour ça que quand il y a des projets comme Polytrade qui se proposent vraiment comme solution face à ça, ça m'allume vraiment parce que ça règle réellement des problèmes réels dans le monde réel. Avec la technologie blockchain, ils sont capables de voir des solutions face à ces obstacles-là, en commençant par le fractionnement d'actifs en unités plus petites pour pouvoir vendre ou échanger ces parts-là plus facilement, ce qui permet donc de réduire le temps nécessaire pour convertir un actif en liquidité. On va en parler du concept en profondeur, mais plus tard dans la vidéo. En plus de tout ça, avec des intermédiaires qui automatisent et sécurisent les transactions, on est capable de dire qu'ils éliminent beaucoup d'intermédiaires, qui éliminent des frais de transaction abusés, puis surtout qui augmentent la transparence au niveau du processus complet. Bon, maintenant jetons un coup d'œil sur comment Polytrade est conçu pour vraiment offrir ce financement rapide-là aux entreprises, puis pour être profitable en arrière de tout ça, parce qu'on va pas se mentir que c'est le nerf de la guerre. Vous pouvez constater tout de suite qu'il y a vraiment deux groupes distincts dans leur business model. En fait, pensez à Polytrade comme un pont entre deux groupes. D'un côté, il y a les investisseurs qui ont pour rôle d'être des fournisseurs de liquidité, justement en prêtant cet argent-là en forme de stablecoin à la plateforme, puis en échange, ils sont capables d'avoir des intérêts et des token trade. Puis de l'autre côté, les entreprises qui, eux, ont pour rôle d'être des sellers en vendant leurs factures à un prix réduit à la plateforme pour obtenir rapidement les fonds nécessaires en fiat money directement dans leur compte bancaire pour continuer à financer leur opération. Polytrade, lui, il sert à quoi entre les deux dans tout ça? Eux, tout simplement pour rôle d'être l'intermédiaire qui connecte les deux côtés ensemble, en plus de s'assurer que les buyers et les sellers du monde réel ont une expérience du plus identique à celle de la finance centralisée pour qu'ils soient capables d'interagir de manière extrêmement efficace avec le protocole. Le but, c'est que ça soit le plus simple possible. Là, à mon avis, c'est vraiment trop vulgarisé, fait que je vais faire un exemple pour que vous compreniez vraiment mieux le concept. Donc, imaginons ici une petite entreprise de boissons énergisantes, je l'ai appelée ici Energy, qui vient de vendre une commande de boissons au distributeur Costco. Energy envoie donc ses boissons à Costco, ce qui génère une facture de 10 000 encaissée. Le problème, c'est que Costco paye seulement ses créanciers qu'après 30 à 60 jours suivant réception de commande. Energy, par contre, a besoin de cet argent-là au plus rapidement pour être capable de payer ses fournisseurs et ses employés, sinon, elle ne va pas être capable de payer ses frais fixes pour d'autres commandes. Pour résoudre ce problème-là, Energy va se tourner vers du financement commercial sur Polytrade et non pas sur des banques, vous avez compris tantôt pourquoi, puis uploader la facture sur la plateforme de sorte à ce que les validateurs vérifient avec Costco que la facture est bien valide, puis que Costco est bien prêt à la payer aussi. Une fois que la vérification est faite,
Polytrade achète la facture de 10 000 $ avec les liquidités du pool qui ont été ajoutées par les stablecoins déposés par les investisseurs à Energy à 95% de sa valeur. Donc Energy dans ce cas-là reçoit seulement 9 500 $. Pourquoi juste 9 500 $? Parce que Energy étant prête à attirer des investisseurs qui veulent faire un profit avec la différence entre le prix d'achat et son montant total quand la facture va être complètement réglée, préfère réduire le capital qu'elle va recevoir pour le recevoir maintenant puis être justement capable de payer ses frais d'opération maintenant. Ça fait du sens aussi de faire ça parce que en quoi ça serait intéressant pour un investisseur d'acheter une facture puis offrir cette liquidité-là tout de suite à une entreprise quelconque s'il n'y a aucun retour sur investissement à le faire. Bref, revenons à où est-ce qu'on était rendu. Lorsque la facture va arriver à échéance, Costco va payer le montant total de 10 000 $ à Polytrade, puis la différence entre les 9 500 $ que Polytrade a payé à Energy et les 10 000 $ que Costco a payé à Polytrade, qui est de 500 $, va constituer les intérêts gagnés par les investisseurs qui ont prêté leur stablecoin sur Polytrade, plus les frais de gestion de la plateforme. C'est littéralement ces frais de gestion-là qui créent les fameux revenus au protocole et rendent donc profitable le business model. Ah, puis aussi une autre chose que je veux vraiment rajouter, c'est que Polytrade, là, quand il achète une invoice, ben, en plus des 9 500 $ qu'il donne aux sellers, il offre aussi des token trade, ce qui va vraiment créer un vrai incitatif aux entreprises à continuer à vendre leurs factures via la plateforme. Au final, c'est vraiment simple, ça fait vraiment du sens. Les investisseurs veulent du rendement, les entreprises veulent du capital, puis Polytrade les connecte ensemble. Comment Polytrade fait son argent? D'abord en achetant les factures aux vendeurs à un prix réduit, puis en les revendant à la valeur totale quand vient le temps de l'échéance aux acheteurs. Puis en plus, comme une société de factoring traditionnelle, Polytrade prend des frais et des intérêts sur les emprunts des vendeurs qui utilisent leurs factures en garantie, puis une partie de ça va bien évidemment aux investisseurs. Ce genre de projet-là qui résout réellement des gros problèmes peut être réalisé que par des personnes qui sont excessivement compétentes dans leur domaine. Là-dessus, on n'a pas à s'inquiéter pour Polytrade. La core team est littéralement composée de vétérans avec un énorme bagage tant dans la fintech que dans les crypto-monnaies que dans le plus important, le financement commercial. Il y en a qui ont littéralement travaillé pour des énormes compagnies. On peut le voir ici. Le responsable de la stratégie, là je suis désolé, il y a des bonnes chances que je le prononce mal, Mylène Bizia, par exemple, qui a travaillé pour JP Morgan en tant qu'analyste. Il y a aussi le senior software engineer Rishi Sharma qui a travaillé pour HSBC, une énorme banque internationale basée à Londres, en tant que senior software engineer, le même travail qu'il fait chez Polytrade. D'autres aussi ont fait leur preuve chez Phantom Foundation, puis la liste continue. Bref, beaucoup de bagages réunis dans un seul projet. Pour ce qui est du fondateur, Piyush Gupta, après avoir acquis énormément d'expérience dans le domaine du financement aux PME en recherche de capital, il a littéralement levé plus de 400 millions US avec son ancienne entreprise Riqueza Capital Group. Il a décidé de commencer à conceptualiser la plateforme Polytrade au premier trimestre 2021 en se rendant compte de l'énorme gap de 1,6 trillion de dollars dans le ratio offre-demande pour le crédit court terme. En plus d'avoir une excellente équipe et bénéficier d'un council, oui ça sonne mieux en anglais je trouve, fait que je le dis en anglais, donc un groupe d'experts pour guider leur développement futur pour atteindre leurs objectifs clés de façonner l'avenir du financement commercial. On a vraiment des gros noms là-dedans. Les deux principales que je connais sont littéralement le fondateur et CEO de Polygon, Sandeep Nelwal, puis le fondateur et CEO de Clearpool, Jacob Key. C'est littéralement énorme. Il y a plusieurs autres experts dans le conseil, mais je vais pas vous mentir que je les connais zéro. Fait que j'aimais mieux pas les aborder dans cette vidéo-là. Au niveau des levées de fonds maintenant, Polytrade a levé plus de 6,71 millions de dollars, du capital qui vient de plusieurs investisseurs. Je vais vous nommer les plus gros. Il y a Sandeep pour commencer, le fondateur de Polygon. Il y a aussi Masters Ventures, David Gann, l'ancien CEO du Huobi. Huobi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est littéralement un géant dans les exchanges centralisés. Il y a aussi eu Spark Digital Capital qui a investi, etc. En fait, c'est tous des gros joueurs dans le game des VCs. Ce qui m'a vraiment tapé dans l'œil quand j'ai commencé à faire mes recherches sur ce projet-là, c'est vraiment le nombre immense de partenaires qu'il y avait. Je vous le dis, j'avais jamais vu ça pour un aussi petit projet. Puis maintenant, je peux vous dire que ça fait plus de sens. Une bonne marketplace, là, ça doit absolument s'assurer que ça a non seulement des solutions pour les acheteurs, mais aussi pour les créateurs d'actifs et les vendeurs secondaires, puis pour être capable de stimuler cette utilisabilité-là de ces actifs-là, au-delà du simple achat. Il faut créer un écosystème énorme rempli de partenaires. On le voit ici, l'écosystème. Quittez-vous pas, je vais vous laisser 5 secondes pour regarder rapidement, mais c'est facile de voir qu'il y a énormément de partenariats avec des projets solides, ce qui, oui, favorise l'interopérabilité, l'intégration de nouvelles fonctionnalités, etc., mais c'est pas là que je veux vous amener. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a une entreprise vraiment peu commune dans leur partenariat? Celui de Mastercard et Polytrade, peut-être?
Non, mais sérieusement, je veux pas parler de tous les partenariats qu'ils ont, mais celui avec Mastercard, c'est vraiment big. Le 19 septembre 2023, Mastercard a annoncé que Polytrade rejoignait son programme d'innovation aux côtés de 6 startups seulement dans le monde. Pour Polytrade, c'est une chance inouïe. En travaillant avec Mastercard, ils vont bénéficier d'une visibilité accrue, mais surtout, ils vont recevoir la validation publique d'un grand acteur de marché de leur product market fit, ce qui peut faire toute la différence pour leur croissance et leur succès futur. Ce que j'aime vraiment avec Polytrade, c'est que le projet essaie le plus possible de décomplexifier le processus pour les entreprises en recherche de liquidité. Un bon exemple de ça, c'est qu'ils permettent littéralement à chaque entreprise d'avoir un portail personnalisé pour que chaque entreprise puisse gérer et payer toutes leurs factures depuis une plateforme unique. Il faut savoir qu'ils font tout ça parce qu'ils savent à 100% que plus d'utilisateurs vont aller sur leur plateforme, puis plus la valeur de la plateforme va augmenter. Pourquoi? Parce que ça augmente littéralement la liquidité puis l'efficacité du trading, de l'emprunt et du prêt des actifs. Le plus important là-dedans, par contre, c'est qu'il faut absolument regarder les métriques d'adoption. Ils peuvent tout dire, tout faire. Si les métriques d'adoption sentent pas bon, l'adoption en tant que telle sent pas bon, et donc le projet sent pas bon. Le problème, c'est qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'infos là-dessus avec Polytrade. Honnêtement, pour moi, c'est un red flag. Aujourd'hui, un projet dans le monde des real world assets qui a même pas un dashboard Dune, pour moi, c'est assez ordinaire. Ce que j'ai pu connaître, par contre, au moins, c'est que le nombre total d'utilisateurs sur la marketplace depuis sa création compte plus de 20 000 users. Il compte également 300 000 abonnés sur tous leurs réseaux sociaux confondus. Puis ils sont à 2513 au niveau des détenteurs de tokens. C'est encourageant, vous allez me dire, pour un projet qui s'est officiellement lancé en 2021. Mais là, on ne connaît pas les revenus générés par les fees de la plateforme. On ne connaît pas le nombre total d'intérêts qui ont été distribués aux liquidity providers. On ne connaît même pas le total des investissements qui ont été faits dans les actifs via le marketplace. Ou est-ce qu'ils se vantent littéralement que c'est important pour eux dans leur key metric qu'ils regardent. Honnêtement, dites-moi si j'ai manqué quelque chose à quelque part parce que c'est pas normal que j'ai trouvé autant peu d'informations au niveau des métriques d'adoption en date d'aujourd'hui. Oui, il y avait d'autres données qui étaient intéressantes à regarder, mais c'était toutes des données qui étaient premièrement extrêmement difficiles à trouver, puis qu'en plus, c'était toutes des données qui étaient périmées depuis janvier 2024. Honnêtement, pour moi, je vous le redis, même si c'est un excellent projet, pour moi, c'est un red flag. Au niveau du développement, deux choses que je veux absolument aborder. Un, son avancée technologique avec sa création du standard ERC 6960 pour la propriété fractionnée des RWA, puis de deux, ses trois grandes phases de développement, puis où on est rendu avec ça. L'introduction de la norme ERC 6960, je sais que je suis fatigant, je le dis toujours en anglais, mais c'est pareil comme le Conceal, j'aime ça les dire en anglais, ERC 6960, ça semble me manque quelque chose. C'est littéralement énorme parce qu'on peut maintenant partager la propriété d'actifs coûteux comme une propriété ou des œuvres d'art. Pour ceux qui suivent, on l'a survolé tantôt, j'avais dit qu'on allait revenir sur le sujet. Donc, au lieu d'acheter tout l'actif en une fois, ce qui est souvent hors de portée pour la plupart des gens, on peut en acheter une petite part seulement, ce qui ouvre donc la portée à de nombreux investisseurs. C'est ce qu'on appelle du fractionnement d'actifs. Pour mieux comprendre, imaginons un tableau d'un peintre très connu qu'on aimerait acheter pour son côté investissement. Traditionnellement, il faudrait acheter le tableau en entier pour faire l'investissement. Donc, ça nécessiterait un investissement majeur, puis ce qui est souvent hors de portée pour la plupart des gens. Avec la norme ERC 6960, le tableau peut être divisé en plusieurs parts, ce qui permet donc à de nombreux investisseurs comme nous qui voulaient l'acheter auparavant mais qu'on n'avait pas les moyens parce que c'était beaucoup trop cher, d'avoir seulement une fraction de la propriété. Ça permet donc d'apporter de la liquidité supplémentaire parce que chaque fraction peut être achetée ou vendue individuellement sur le marché, en plus de nous permettre, nous, investisseurs, de faire notre investissement, mais seulement plus modeste. Au niveau des phases de développement, la première phase était tout simplement lancer la plateforme dans le secteur du financement commercial en accès privé à des groupes d'experts, de leaders d'opinion, d'influenceurs, de fondateurs, appelé le Vanguard. Étant un grand succès, la phase 2, lancée en avril 2024, s'est vue avoir plus qu'une business line dans son business model. En gros, c'était simple, mais en fait, c'est encore simple parce qu'on est encore dans la phase 2, mais en tout cas, peu importe. Du côté de la marketplace, ça devient l'offre principale de DeFi visant à consolider les RWA on-chain, tandis que l'autre ligne de produit consiste à travailler avec des grandes banques, des institutions, des entreprises pour résoudre leurs défis en utilisant les technologies de Polytrade comme justement l'ERC 6960. À l'heure actuelle, c'est déjà un grand succès. Encore une fois, Trade est déjà en train de se préparer pour le grand lancement de la phase 3 qui va être d'ouvrir au grand public. Avec son écosystème aussi énorme et ses nombreux partenaires, vous pouvez vous imaginer que la communauté ressemble aussi à ça de son côté. Puis vous vous trompez pas. Sur Twitter par exemple, ils ont plus de 100 000 abonnés, ce qui est vraiment énorme pour un aussi petit projet. En comparaison, Unknown Finance, qui a littéralement 40 fois plus de capitalisation que Polytrade,
a même pas 2 fois plus d'abonnés sur son compte Twitter. Par contre, le nombre d'interactions qu'ils ont sur leurs posts me fait quand même douter de la véracité de leurs followers, mais en vrai, c'est pas mal la même chose sur la plupart des autres projets. En ce qui concerne tout ce qui se rattache à la sécurité, je peux dire que Polytrade a vraiment pris des mesures sérieuses pour protéger ses utilisateurs. Le protocole a littéralement été audité par Certic et Human Bytes, ce qui me donne vraiment confiance par rapport à la sécurité au protocole. Par contre, faut pas se mentir qu'aucune plateforme est complètement sans risque. Les principaux risques ici sont les bugs des smart contracts et les problèmes de liquidation. Polytrade, ça je peux le dire, en contrepartie, a tout fait pour être capable de minimiser ces risques-là. Le code a été vérifié par des experts, puis tout ce qui est risque lié aux problèmes de recouvrement sur les créances est couvert par une assurance du monde réel. Au niveau de la concurrence, Polytrade se démarque vraiment. Il n'y a littéralement aucun autre projet qui a un écosystème aussi étendu pour les RWA avec autant de partenaires que Polytrade. En plus de tout ça, avec la technologie ERC6960, il ouvre la possibilité aux petits investisseurs de posséder une partie d'un asset avec le fractionnement d'actifs, ce qui leur donne un énorme atout par rapport aux autres protocoles. Je pourrais en mentionner des projets qui offrent un peu la même proposition de valeur que Polytrade, comme EXSwap, qui est aussi une plateforme d'échange décentralisée pour les RWA, mais il n'y a rien qui soit réellement exactement comme Polytrade. Le mieux qui puisse arriver, c'est que Polytrade finisse par faire une collaboration avec ces projets-là. Bon, niveau tokenomics maintenant. Polytrade aura une quantité maximale de 100 millions de tokens et 37% de ces tokens-là sont déjà en circulation. Ça peut donc faire vraiment peur à première vue, mais il faut savoir qu'en novembre 2023, on peut le voir juste ici, Polytrade a annoncé dans sa tokenomics update que littéralement 50% des tokens restants vont se faire bloquer. En fait, ils viennent juste de se faire bloquer jusqu'en décembre 2028. Ça, pour beaucoup, ça veut juste dire qu'on va pas se faire dump à la gueule, donc c'est une bonne nouvelle. Mais il y a aussi un truc encore plus fondamental à comprendre. Faut être capable de lire entre les lignes, parce que c'est justement ce que les whales et les investisseurs intelligents font. Polytrade, quand ils nous disent qu'ils vont bloquer 50% des tokens jusqu'en décembre 2028, ils sont littéralement en train de nous dire on n'est pas là pour un one bull market cycle. On n'est pas là juste pour dump sur la communauté, vendre le rêve, puis partir avec le cash. Puis c'est pas pour rien que je vous dis ça les boys, les whales en accumulent pour de vrai. C'est justement ce que j'ai vu avec une personne que je follow sur Twitter depuis quand même un bon bout de temps, qui a littéralement constaté dans ses recherches que c'est l'un des projets que les baleines accumulent le plus. Bref, revenons au tokenomics. Rien d'incroyable au niveau de la TGE, on peut le voir ici, il y a presque 40% des tokens qui ont été libérés à la team et aux investisseurs, puis seulement 1,33% au public. C'est littéralement une joke, mais c'est quasiment tout de même les RWA tokens. Mais en fait, nous autres, on s'en fout. Nous autres, ce qu'on veut, c'est savoir si la grande majorité des vestings sont faits. Fait que oui, ils sont faits. Par contre, c'est clair que les 50% restants qui vont être libérés en décembre 2028, je vous garantis que je vais avoir du buy au projet parce que c'est garanti qu'on va être leur exit liquidity. Comme le dit si bien Love Escoff, quelqu'un que je considère vraiment comme un dieu dans le domaine des tokenomics, la tokenomics, c'est bien plus que des graphiques en forme de beignet. L'allocation des tokens et le vesting schedule sont des informations importantes à prendre en compte, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il faut donc aller beaucoup plus en profondeur sur ce qui stimule la demande, comment la valeur est capturée et comment le token est lié au modèle économique. C'est là-dessus qu'on va commencer par parler de ce qui stimule la demande pour le token, puis pour ça, il faut se pencher sur son utilité. Commençons par dire que le jeton trade, comme tout bon vieux token d'RWA, sert de token de gouvernance qui stimule en soi sa demande parce que les gens sont actifs dans les développements en sachant qu'ils peuvent avoir leur mot à dire. Mais vous savez autant que moi, c'est pas le best stimulateur de demande. Puis c'est pour ça qu'il sert pas juste à ça. Il sert aussi à faire du stacking, ce qui permet aux gens d'aller chercher à recevoir des récompenses pour soutenir le réseau. Puis ça, je trouve ça cool parce que ça pousse les gens à vouloir des tokens pour une recherche de passive income, mais c'est aussi nice parce que ça incite la détention long term du token, ce qui réduit ainsi l'offre disponible sur le marché et la volatilité court terme du token. Aussi, ben là c'est plus par rapport à comment il capture la valeur créée, mais plus que les sellers détiennent et mettent en jeu des token trades, plus qu'ils bénéficient de taux d'intérêt réduits. Ça, c'est très bullish parce que plus le projet va se développer et donc apporter le plus de valeur à la plateforme, plus il va y avoir d'utilisateurs et donc plus il va y avoir de tokens qui vont se faire acheter pour être mis en stacking en cherchant à avoir des taux d'intérêt plus bas pour leur emprunt. Ça crée donc une incitation directe à avoir le token et donc diminue l'offre disponible sur le marché. C'est pour ça que je dis souvent que c'est excessivement important l'effet de réseau pour des projets comme ça parce que c'est comme ça qu'on va être capable de mettre le plus de valeur attachée au token. La dernière chose que je veux ajouter sur le token, oui il y a d'autres utilités sur le token mais s'ils n'ont pas de mécanisme vraiment de prise de valeur ou capture de valeur, c'est que le nombre total en circulation du token diminue avec chaque transaction. Pourquoi? C'est simple.
ils ont un mécanisme de burn, donc une partie des revenus des fees s'en va dans l'achat de token trade, puis vous avez deviné qu'ils vont se faire ensuite brûler. Ça assure donc que l'offre de tokens va diminuer au fil du temps, ce qui va amener à les rendre encore plus rares, et donc vous avez compris encore une fois que ça va devenir plus valuable sur le long terme. En gros, vous avez pu le voir, bien qu'il y ait des mécanismes de prise de valeur qui pourraient être rachetés sur le token trade est relativement bien construit pour prendre la valeur, puis est capable de déverser une partie de cette valeur-là à la communauté. Au niveau de son évolution du prix maintenant, on peut voir que le prix a bondi fortement un peu après le pic du marché crypto 2021, comme beaucoup de projets dans les RWA d'ailleurs, passant de 40 sous à près de 2$ pour retomber dans les fins fonds du bear market jusqu'à toucher les 5 sous par token. Après un long range d'1 an et demi qui a fait capturer tout le retail qui était rentré pendant la phase d'euphorie, on a pu voir le token trade exploser, mais littéralement exploser, quand le momentum des crypto-monnaies est revenu dans le marché puis que les gens se sont réellement rendus compte de l'ampleur du projet avec ses connexions stratégiques comme Mastercard. On est littéralement passé de 10 sous à 1,22, mais ce qui a encore plus mis d'huile sur le feu, c'est l'annonce de BlackRock avec son lancement de son premier fonds tokenisé qui a fait exploser le narratif de la tokenisation des actifs réels. On s'est rendu littéralement à 3$ à un moment donné sur le token. Par contre, comme c'est un token à petite capitalisation et qu'on a vu de l'énorme feu dans les marchés ces derniers mois, les gens ont tous voulu se tourner vers des actifs risk-off qui a vraiment fait chuter le prix depuis pour se retrouver dans les fins fonds de la correction mystique. En tout cas, j'espère, à 50 sous par trade. Pour moi, honnêtement, je vous le dis tout de suite, je considère que c'est une chance en or de voir encore ce projet-là avec une aussi petite capitalisation. Non, je ne suis pas conseiller financier. Tout ce que je dis doit être pas pris comme un conseil en investissement. Mais si vous vous demandiez, j'en accumule depuis 3 mois maintenant, autour des 55 sous. Puis je pense que ça pourrait potentiellement être un des plus grands winners du cycle. Avec un market cap aussi petit que 18 millions de dollars, je considère que si on a la chance d'avoir une deuxième jambe haussière au niveau des crypto-monnaies, que je considère fortement probable, Polytrade pourrait atteindre facilement le demi-milliard de capitalisation en considérant tous les points que j'ai déjà énumérés dans la vidéo, ce qui amènerait le token à faire un x27 par rapport à son prix actuel, ce qui le ferait transiger entre les 13 à 15 US par token. En plus, ce que j'aime, on peut le voir ici, c'est qu'on peut le trouver vraiment sur plusieurs centralized exchanges comme KuCoin, Gate.io, XT.com, je sais pas trop c'est quoi XT.com, puis même MEXC. Ça permet donc de s'assurer que n'importe quel noob, c'est triste à dire, mais c'est ça, du monde entier puisse acheter le token facilement. Donc ça augmente énormément la possibilité d'afflux de liquidité sur le token quand la hype va revenir. Ce que j'aimerais ajouter pour finir, oui, il y en a qui vont me lancer des tomates, mais le prix se tient quand même entre guillemets. Je sais que ça peut paraître fou d'entendre ça pour des non habitués dans le monde des cryptos, mais ce que je veux dire, c'est que oui, on a excessivement corrigé depuis son ATH, ça c'est indéniable, mais au moins on s'est pas tapé un gros round trip pour retourner dans les prix de bear market comme c'est arrivé pour plusieurs autres projets. Ce qui montre donc qu'il y a une certaine communauté qui se tient sur le projet qui s'est créé entre-temps, puis donc tout simplement qu'il y a une pression acheteuse plus forte que d'autres projets qui est notable. Beaucoup de DJs vont vous dire que les RWA sont une simple narrative comme une autre, mais je considère vraiment, puis j'aime pas ça le dire, mais je considère vraiment que c'est une révolution. Les banques et les institutions, là, ça fait des années qu'ils essaient de résoudre les problèmes de lenteur et de sécurité sur leurs transactions, mais à chaque fois, ils ont échoué. Pour deux raisons principales. 1, les coûts élevés, puis 2, le niveau élevé de paperasse. Avec la blockchain, ils sont capables de dire qu'ils ont trouvé réellement une solution. J'espère vraiment que cette vidéo-là vous a permis de mieux comprendre l'impact de Polytrade tant dans l'écosystème crypto que dans l'écosystème de la finance traditionnelle. N'oubliez pas de me proposer des projets que vous voulez que j'analyse en vidéo, je suis toujours ouvert aux idées. Donc je vous dis merci d'avoir passé ce temps-là avec moi. C'était Étienne, prenez soin de vous et à très bientôt.